C'est la guerre au Moyen-Orient. Ce matin, le pétrole s'envole, marché asiatique ouvert en forte baisse, l'or revient très près de ses records historiques. Forcément, la question que beaucoup se posent est simple. Est-ce que ce conflit change quelque chose pour mes placements? Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je dois agir? Pas dans 6 mois, pas en théorie, maintenant. Dans cette vidéo, on va regarder ce que les marchés font vraiment, pas ce qu'on lit dans les gros titres et surtout comment un investisseur de long terme doit lire ce type de choc sans paniquer. Ici, on ne fait pas du sensationnel, on va lire les flux, les prix, les arbitrages, pas dans les émotions. Les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran marquent clairement une nouvelle escalade géopolitique au Moyen-Orient. Et si les marchés réagissent aussi vite, c'est pas uniquement pour des raisons politiques, c'est pour une raison très concrète. L'énergie. En fait, l'Iran est un acteur hyper important du marché pétrolier mondial, et surtout, il est au cœur d'un point névralgique du commerce mondial, le détroit d'Ormuz, où environ 20% du pétrole mondial transite. Et sur les marchés, il y a une règle fondamentale, c'est le risque n'a pas besoin de se matérialiser pour être pricé. Il suffit qu'il devienne crédible. C'est exactement ce qu'on observe sur le pétrole, hein, qui gagne près de 10% là en ce moment sur le cours du Brent. La hausse actuelle n'est pas liée à une pénurie immédiate, c'est vraiment que le marché intègre une prime de risque géopolitique, des routes maritimes sous tension, des coûts d'assurance qui explosent et la crainte d'une perturbation durable des flux énergétiques. Résultat, le pétrole devient le thermomètre du conflit et derrière le pétrole, il y a un sujet central pour tous les investisseurs, l'inflation. En fait, quand l'énergie flambe, les coûts de production montent, les marges des entreprises se compressent et les banques centrales deviennent plus prudentes. Et justement, les marchés ont déjà commencé à trancher. À l'ouverture, le Brent, il a bondi de plus de 7% avec des pointes autour de 80, 82 dollars le baril. Pas trop jusqu'où ça va aller, en tout cas, une nette très forte hausse. Le message il est clair, le marché il intègre un risque durable, un simple bruit médiatique. Côté action, la réaction est négative, on perd près de 2% sur le CAC 40. Les indices futurs aux États-Unis sont en légère baisse également. Mais il n'y a pas de grosse panique, les marchés asiatiques ont aussi ouvert en baisse. C'est typiquement une phase de réduction du risque, on n'est pas dans une liquidation générale, il y a un transfert du risque en fait, et on le verra après, mais il y a un vrai transfert des actifs risqués, donc des actions vers euh, les actifs qui sont dits valeurs refuge, comme l'or par exemple. Et aujourd'hui, ce qui perd beaucoup, c'est les compagnies aériennes, sont vachement impactées par ce conflit, le transport. Et à côté de ça, de l'autre côté, et bah, l'énergie et la défense résistent beaucoup mieux. On le voit avec Total Energy, par exemple, Thales. Le secteur de la défense est bien orienté, comme depuis pas mal de temps maintenant. Donc en fait, le marché, il vend pas tout, il fait des tris. Il y a des arbitrages qui se passent. À la mi-journée en Europe, sur le marché européen, la lecture se confirme, les indices poursuivent leur repli, les banques, les valeurs cycliques souffrent davantage, tandis que les valeurs liées à l'énergie, bien sûr, bah, continuent de bénéficier de la hausse du pétrole. Et typiquement, un acteur comme Total Energy est très corrélé au prix du baril. Et du coup, c'est exactement ce que font les investisseurs dans ces phases-là, c'est ils réduisent le risque progressivement sans basculer dans la panique. En parallèle, je le disais, il y a un actif qui joue parfaitement son rôle, c'est l'or. Après les frappes, le métal jaune, il progresse de près de 3%, autour de 5 400 l'once d'or, quasi à ses niveaux historiques en fait, hein. Depuis le début de l'année, l'or est en hausse d'environ 25%, avec 7 mois consécutifs de progression, une série qu'on n'avait plus vue depuis les années 70. Et ce point est très important, c'est ce mouvement, il date pas de ce week-end en fait. Depuis plusieurs années, les banques centrales, elles achètent massivement de l'or, plus de 1000 tonnes par an pendant 3 années consécutives, donc forcément ça impacte sur les prix. Et aujourd'hui, la part de l'or dans les réserves mondiales, elle dépasse celle des bons du Trésor américain. C'est une première depuis les années 90. C'est assez incroyable. Et en tout cas, c'est un signal fort. Il traduit une vraie défiance croissante envers le dollar. On parle d'une logique de dédollarisation progressive et une recherche d'actifs tangibles. Dans ce contexte, l'or est plus seulement un actif au refuge de crise, il devient une forme d'assurance monétaire de long terme. Et l'autre élément clé, bah, c'est le dollar lui-même. Il a déjà perdu plus de 10% de sa valeur sur l'année. Et du coup, si la flambée du pétrole ravive l'inflation, les taux réels pourraient baisser. Et historiquement, quand les taux réels baissent, c'est favorable à l'or et c'est plus compliqué pour certaines classes d'actifs financiers. C'est exactement cette combinaison que les marchés surveillent aujourd'hui. Du coup, en fait, un point essentiel à comprendre, la nervosité actuelle n'est pas née avec ce conflit, elle était déjà là. Tension sur le crédit, valorisation élevée sur certains segments, je pense à la tech notamment, incertitude macro persistante et un climat géopolitique assez chaud, dégradé en tout cas depuis plusieurs années. Le conflit agit comme un révélateur
pas comme un déclencheur isolé. À ce stade, les marchés, ils pricent un risque géopolitique sérieux et une inflation énergétique potentielle, mais pas un scénario de crise systémique. Pour un investisseur de long terme, ce type d'épisode rappelle trois choses fondamentales. C'est d'abord la diversification n'empêche pas la volatilité, mais elle évite les décisions irrationnelles. Ensuite, les chocs géopolitiques créent souvent des excès, parfois même des points d'entrée intéressants. Et je vous le montrerai sur mon portefeuille. Moi, je vois toujours ces crises comme des opportunités pour justement se renforcer sur tel ou tel ETF. Je vous montrerai ça. Enfin, un portefeuille ne se pilote pas une fois par an, mais surtout quand le bruit médiatique s'intensifie. C'est ni la première crise, ni la dernière, mais à chaque crise, ça nous rappelle la même chose. Investir, ce n'est pas prévoir l'avenir, c'est construire un portefeuille capable de l'encaisser. Et en fait, c'est hyper important parce que le risque, la volatilité, donc le risque de hausse ou de baisse de votre portefeuille, il peut être, modulé, il peut être revu, il peut être plus défensif. Ça dépend vraiment de comment est constitué votre portefeuille. Voilà, il faut se dire que des crises, il y en a eu, il y en aura encore, mais l'important c'est d'avancer, voilà, avec un objectif sur le long terme et de se dire: «OK, est-ce que je suis capable d'absorber ce type de risque, ce type de volatilité, ce type de choc, ce type de baisse?» Et en fait, du coup, si tu veux comprendre comment intégrer ce type de choc géopolitique dans une allocation cohérente, diversifiée, pilotée, abonne-toi à ma chaîne, j'en parle souvent. Je donne des décryptages sur ces actualités macro et pilotage aussi, des idées de pilotage financier. Je vous montre sans filtre mon portefeuille, comment il est constitué. Se passe sur les marchés financiers sur mon portefeuille. Alors, là ici on voit, bon, globalement sur les marchés, voilà, c'est ce que je disais, on a une baisse à peu près de plus de 2% maintenant sur les marchés européens. On a un Brent qui prend près de 9%. Le Bitcoin, il perd 2,3%. Donc, on voit bien qu'il est finalement corrélé aux actifs risqués, hein, comme les actions. Le CAC perd 2,2%, l'indice suisse SMI est un peu plus défensif, il perd quand même 1,6%. Et voilà, on a l'once d'or par contre qui prend plus de 2% à 5400 dollars l'once d'or. Et là, pour le coup, c'est vraiment, et on le voit très clairement ici, c'est très clairement la valeur refuge. Maintenant, sur mon portefeuille, alors, en fait, ça reflète un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, sur les ETF actions, donc, et ben, finalement, ça pèse pas tant que ça, parce que la plus forte baisse, elle est sur le MSCI Europe, qui perd 1,9%. Par contre, on le voit, le physical gold, il prend près de 3%. Voilà. Et je pense que d'avoir mis ce bloc d'or dans mon portefeuille était plutôt positif. Et même sur l'indice suisse, on perd. Sur le reste, c'est assez limité, sur le MSCI World notamment. C'est assez contenu, on va dire. Voilà pour le petit point marché sur les impacts. C'est toujours hyper parlant, je trouve, de vraiment donner du concret. Et puis, un peu de recul. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas un événement isolé, c'est une accumulation de tensions géopolitiques, monétaires, énergétiques, financières qui finissent par se refléter dans les prix. Les marchés, ils paniquent pas, ils s'ajustent. C'est une nuance essentielle qu'il faut avoir en tête. Parce que la vraie question, c'est pas de savoir si les marchés vont encore baisser de 1, 2% demain. Finalement, personne ne le sait. La vraie question, c'est plutôt est-ce que mon portefeuille est construit pour traverser ce type d'épisode sans décision irrationnelle. C'est exactement dans ces moments-là que l'allocation d'actifs elle prend tout son sens, quand le bruit médiatique monte, quand l'émotion prend le dessus, quand les certitudes disparaissent. Un bon portefeuille, c'est pas celui qui évite toutes les secousses, c'est celui qui permet de rester investi quand elles arrivent. Si ce type de décryptage t'aide à prendre du recul sur l'actualité, sur tes placements, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, qui permet de continuer à proposer ce genre de contenu et toi, ça te permet d'avoir une lecture plus calme, plus structurée des marchés financiers, surtout dans des périodes comme celle qu'on traverse. Et si tu veux aller plus loin, si tu as un accompagnement patrimonial construit pour durer avec une allocation pensée, pour encaisser justement ce type de choc, tu peux me contacter. Je suis Clément Bibert, ancien gérant de fonds, gérant de portefeuille. Je suis maintenant conseiller en gestion de patrimoine indépendant, certifié. Ça, c'est très important aussi. Indépendant et je suis aligné avec les intérêts de mes clients et ça, je trouve que ça fait aussi toute la différence. Alors n'hésite pas, on se retrouve très vite pour la suite, pour la prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt, bye bye.